Chers amis, bonjour. Nous avons rendez-vous là maintenant pour un nouveau numéro de notre magazine qui aura le plaisir d'accueillir H Village en la personne de sa responsable Annie de Vivi, que je salue et que c'est avec beaucoup de plaisir que nous étrenons ensemble tout à l'heure le partenariat entre H Village et Senior Autonomie. On va vous parler comme d'habitude du prix des livres que nous avons lancés. Nous allons vous parler des défis d'or. Nous allons renouveler le contact avec un des gagnants des défis d'or. D'ailleurs, il s'agit de l'entreprise Lumine qui travaille sur les EHPAD et les images proposées aux résidents dans les structures d'accueil. Un autre partenaire qui nous rejoint également, c'est Ma Boussole Aidant, ce service à la disposition des aidants qui va vous être de nouveau présenté pour vous permettre, si vous êtes aidant, de trouver des repères. Et puis on laissera le soin au président Maurice Ronat de vous dire un mot d'amitié à la fin de ce numéro. Eh bien, place aux différents intervenants et à très bientôt. Je suis avec Annie de Vivi, qui est à la fois donc fondatrice du site hvillage.com et directrice des formations d'Humanitude. Est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement hvillage.com et ses formations Humanitude ? Bonjour Pierre-Marie, merci de m'avoir invité. Alors hvillage.com a fêté ses 20 ans l'année dernière, on est né en 2000. Et oui, donc on a 21 ans cette année. Et donc, on a continué de grandir. On est un magazine d'information sur Internet qui aide les internautes à vieillir debout. C'est notre ligne éditoriale. Notre objectif, c'est d'aider à vieillir debout parce qu'on va être bien informé et parce que comme on sera bien informé, on va tricoter son réseau d'aide et on va tricoter son vieillissement parce qu'il est complètement personnel. Il est complètement dépendant de son territoire, de ce qu'on a envie de faire, etc. Donc, hvillage.com aide le grand public, les aidants. Et hvillagepro.com vient aider et vient soutenir les professionnels qui aident autant dans les domiciles, chez les élus, dans les établissements. Et ces deux outils essayent aussi de déployer des solutions digitales, des solutions numériques, parce qu'en fait, on a vu, et on le reverra ensemble, à quel point l'explosion du numérique a eu lieu et que l'intérêt de venir apporter une information personnalisée, géolocalisée, positive, c'est très important pour aider à vieillir debout. Voilà. Et en parallèle, je déploie, alors je n'ai pas du tout créé le label Humanitude, moi je suis un des promoteurs de ce label. Le label Humanitude a été créé par les opérateurs eux-mêmes, par les directions des établissements eux-mêmes, par les cadres de santé, par les médecins, qui sont des établissements qui se forment à cette démarche qui s'appelle l'Humanitude et qui apportent des savoir-faire et une démarche de bientraitance très opérationnelle, très concrète, qui vient être garantie, en tout cas qui vient être validée par cette reconnaissance, par cette distinction qu'est le label Humanitude. Et tous les ans, entre nos activités H Village d'information, entre nos activités Humanitude de formation, eh bien, on met sur scène toutes les approches non médicamenteuses qui nous paraissent super pour pouvoir aider à vieillir debout lors d'un colloque sur les approches non médicamenteuses. Voilà nos activités aujourd'hui. Eh ben, merci effectivement Annie. Alors justement par rapport à ce que vous avez évoqué, on sort d'une grande crise sanitaire. Enfin, j'espère qu'on en sort d'ailleurs. On verra plus tard si on en est réellement sorti. Justement, que ce soit par rapport à vos relations avec les établissements, les différents établissements sociaux et médico-sociaux avec lesquels vous travaillez, que ce soit avec H Village, aujourd'hui, quels sont les enseignements de cette crise sanitaire et finalement, quelles sont les marges de progrès ? Qu'est-ce qu'elle nous a appris pour justement aider nos seniors à vieillir debout ? Alors la première chose, de mon point de vue, qu'on a pu voir, c'est que le système résiste. C'est-à-dire que globalement, on a eu affaire à des professionnels, à un réseau social, à un tissu social, à des proches aidants qui ont tenté de résister.
et qui ont tenté de faire face du mieux qu'ils pouvaient à cette situation-là. Donc, globalement, le système a résisté, mais à un certain prix. Et le prix, ça a été beaucoup, beaucoup de décès et une prise de conscience que nous n'étions toujours pas vraiment adaptés à notre vieillissement. C'est-à-dire qu'on n'avait pas encore complètement accepté l'idée qu'on allait vieillir. Et donc, vieillir, ça s'anticipe et vieillir, ça se décline sur tous les champs personnels, professionnels, territoriaux, les services auxquels on a accès, les problèmes financiers. Et là, on en revient au livre que j'avais écrit en 2017 et qui va être réédité là, cette année. Le livre J'aide mon parent à vieillir debout. En fait, c'est un panorama, c'est un tour d'horizon des 10 grands champs par lesquels on va passer jusqu'à la fin de sa vie, jusqu'à son décès, pour essayer d'aider à vieillir debout. Et la crise, ce qu'elle a montré, c'est que on n'était pas encore au niveau en termes, sur beaucoup de sujets, et notamment sur l'adaptation de notre société à son vieillissement, sur la prise de conscience des enjeux, sur la nécessité de professionnaliser encore et de renforcer les compétences des acteurs qui viennent aider les situations les plus complexes. Parce que ce qui a été le plus compliqué pendant la crise, c'est justement l'association gestes barrières, obligations de protection et maladies neuroévolutives, troubles du comportement, c'est-à-dire des personnes qui ne peuvent pas comprendre ou qui ne peuvent pas être en capacité de s'adapter à cette situation-là. Ça veut donc dire que c'est l'environnement, ce sont les proches aidants, ce sont les professionnels autour des personnes qui doivent pouvoir avoir des réponses, des ajustements, des stratégies pour pouvoir mieux accompagner ces personnes-là. Et nous, en tout cas, côté H Village Pro, on a vu aussi l'explosion du numérique, c'est-à-dire l'évidence de l'utilisation de ces outils pour essayer de maintenir le lien, quoi qu'il arrive, enfin, le plus longtemps possible et le plus ténu possible, entre ceux qui étaient éloignés, ceux qui ne pouvaient plus venir, ceux qui avaient besoin d'une expertise, mais à distance. En fait, là, la crise, elle a mis en évidence que l'outil numérique était un outil parmi les autres pour nous aider à vieillir debout. Mais on a une grande marche à monter. On a une grande marche à monter pour continuer d'adapter notre société à son vieillissement. Aujourd'hui, les enseignements qu'on peut en tirer aussi, on a eu la chance de répondre à un appel à projet de la CNSA. Et 2 établissements labellisés Humanitude ont été passés à la moulinette de cette gestion de la crise pour voir un peu comment ils l'avaient vécu et ce qu'ils avaient pu en tirer et mettre en avant. Et ils montrent bien qu'il y a un énorme besoin de faire évoluer la culture et le renforcement des compétences vraiment sur tous les métiers pour pouvoir faire face à ces situations de crise, d'autant plus quand on accompagne les situations les plus compliquées. Parce que dans les établissements pour personnes âgées dépendantes, dans les établissements pour personnes en situation de handicap, les professionnels accompagnent les situations de vie, les situations humaines les plus compliquées. Et donc, pour ça, la culture de l'établissement, elle doit être solide et bien ancrée et partagée et managée et accompagnée pour pouvoir accueillir ces situations et les ajuster du mieux qu'on peut. Et l'autre point qu'a montré l'étude, elle a montré que quand on arrive comme ça à avoir une culture qui est favorable à une bientraitance très opérationnelle, évaluée et accompagnée, elle devient une marque employeur. Et elle attire les envies, elle attire les professionnels, elle attire les énergies. Et elle permet aussi de faire grandir, ça on l'a vu dans un des 2 établissements, elle permet de faire grandir la citoyenneté et la participation des habitants, la participation des personnes elles-mêmes en situation de handicap, au point que ensemble, professionnels formés dans un système qui fonctionne bien et habitants, ils mettent en œuvre, ils réfléchissent ensemble dans des comités de personnes, dans des conseils de la vie sociale très denses, les meilleures stratégies adaptatives en fonction de ce que les recommandations amènent et de ce qu'ils vivent
en réalité, de manière à éviter les écarts entre les valeurs affichées et le prendre soin quotidien et être fier de son prendre soin. Ça peut tenir, c'est possible, mais ça demande un investissement important et ça demande une culture partagée au sein de l'établissement, mais aussi autour. Et c'est aussi ce qu'ont montré les derniers rapports. Ouais, c'est parce que du coup, est-ce que parallèlement, effectivement, là, on voit des pratiques qui sont tout à fait pertinente et inspirante. Mais est-ce qu'au niveau de la société, vous ne ressentez pas finalement avec cette crise une montée des discriminations envers les âgés? Parce que moi, j'ai pu lire un certain nombre d'articles où finalement, quelque part, on a opposé un petit peu les générations. Et puis finalement, ce socle commun que vous évoquez, il est fondamental si on veut justement agir pour les aider à vieillir debout. En fait, c'est pas agir pour les aider, c'est agir pour qu'on vieillisse tous debout. Oui, oui, tout Et à en fait. fait, c'est là où ça tombe, en fait, les envies d'opposer les générations les unes avec les autres. En fait, ça tombe quand on voit son propre continuum de vie, où on se rend compte que ça sert pas bien à grand-chose d'aller s'opposer les âges les uns contre les autres. Et puis, si on peut montrer si la société montre que elle s'équipe et elle a compris qu'elle avait une révolution de la longévité, une transition démographique qui était arrivée, qu'elle s'équipe pour ça. Et donc, elle va créer des lieux, elle va créer des services, elle va utiliser toutes les potentialités des territoires, elle va utiliser le numérique, elle va utiliser tous les systèmes qui sont à sa disposition pour inventer un prendre soin intelligent à tous les âges de la vie. Bah, ça va permettre aux plus jeunes de pouvoir se projeter aussi. Parce que si il m'arrive un jour quelque chose, ou si pour mon parent il arrive quelque chose, je sais qu'il existera des solutions avec lesquelles que je pourrais trouver pas loin sur mon territoire, qui seront rassurantes, qui seront labellisées et qui me permettront de faire en sorte que les choses se passent bien. En fait, nous, ce qu'on est en train de montrer, c'est que au même titre que, enfin, à l'instar de la révolution écologique, la révolution du vieillissement, la révolution de la longévité, c'est un axe de sortie de crise. C'est-à-dire, c'est un axe de création d'emplois pérennes, durables, valorisants et positifs sur les territoires. Et ça, c'est super. Et c'est sur tous les enjeux, hein, que ce soit l'habitat, le logement, les services, le numérique, les nouvelles technologies, mais aussi la qualité du prendre soin. Quand on a sur son territoire, un peu ce que raconte le label Ville Amie des aînés, quand on a sur son territoire toute une démarche et toute une structuration d'offres positives, en fait, toutes les générations en profitent. Ouais, c'est Et donc, c'est super positif pour tout le monde. Et ouais, c'est un moyen de sortir de crise par le haut. Oui, tout à fait. Alors juste deux dernières petites questions. Est-ce que vous pensez que nos politiques ont enfin compris l'importance d'avoir un financement durable de la perte d'autonomie J'ai l'impression que ça bascule, hein, quand on voit le rapport du Sénat d'avril, là, quand on voit les derniers rapports sur l'adaptation de la société, sur les pattes du futur, etc. On sent, et alors là, moi je le vois aussi avec l'étude qui a eu lieu chez les labellisés Humanitude, on sent, alors, d'un côté, une forme encore, hein, de grande peur et d'un agisme profond, hein, qu'on a tous intégré individuellement et collectivement. Donc, d'un côté, on est encore très embuté et très coincé par cette impensée du vieillissement en se disant, oh là là, en fait, on ne voit pas comment le prendre, ça va être horrible, c'est super cher et on ne voit pas comment s'en sortir. Et en plus, les maladies neuroévolutives, comment accompagner debout jusqu'au bout, ça paraît impossible. Et de l'autre, on sent apparaître, je vous dis, hein, rapport du Sénat, juste avant, il y avait eu le rapport Libaud, le rapport El Khomri, etc., que si on considère le vieillissement comme une réalité que l'on peut investir pour permettre à chaque génération de bien grandir, d'avancer en âge de manière bien plus tranquille, en mettant en œuvre des services et des emplois et des solutions pérennes, durables sur les territoires, en fait,
on renverse la table et on considère la révolution, la transition démographique comme une ressource, comme une chance et comme un moyen de nous en sortir aussi. Parce qu'aujourd'hui, ce qui apparaît quand même et ce que la crise a quand même bien mis en avant aussi, c'est les coûts de la non-qualité, hein. Quand on n'est pas prêt, quand on n'a pas anticipé, quand on est hyper tendu en termes d'équipe, quand on n'a pas suffisamment équipé ses équipes, ses salariés, quand on manque d'informations ajustées par rapport à sa situation, eh bien, on peut se retrouver tétanisé, on peut se retrouver complètement acculé et de devoir peut-être avoir recours de manière inutile ou de manière évitable à des hospitalisations, à de la médicamentation, à des systèmes qui sont dans un cercle malheureusement négatif. Alors en tout cas, des exemples commencent à montrer et démontrer qu'on peut, on peut renverser la tendance, on peut outiller les aidants, la société avec des outils numériques qui vont leur permettre de commencer à préparer, à s'ajuster, à s'investir dans les solutions. Et il existe des solutions qui permettent d'aider à vieillir debout, même avec une maladie neuroévolutive. Maintenant, on en est sûr. Il faut qu'on se change en fait collectivement de logiciel, qu'on change de paradigme et qu'on prenne en compte tous ces enjeux. Eh bien, il y a des exemples aujourd'hui, c'est-à-dire que on part pas d'une feuille blanche et on n'est pas complètement seul et sans espoir. il faut s'inspirer de toutes ces bonnes pratiques et ensemble passer une marche. On est complètement d'accord. Eh bien, écoutez, Annie, un grand merci. Allez, c'est notre rendez-vous mensuel avec Pierre-Marie Chapon. On va parler évidemment des défis d'or, on va parler également de ce prix littéraire. Alors les défis d'or, Pierre-Marie, les inscriptions, elles sont toutes closes et il y a de la place encore un peu ou pas? Non, plus de place, puisque maintenant effectivement les inscriptions sont closes, puisque on va passer maintenant sur un jury de présélection, ce qui va nous permettre d'affiner le choix et surtout de réaliser pour la rentrée, on en avait déjà parlé dans cette boîte à questions, qui va être réalisée avec chacun des candidats pour qu'on puisse, parce qu'on a quand même un timing à tenir, qu'on puisse diffuser dès la rentrée sur les réseaux sociaux les différents projets. Alors les projets justement, on peut en parler un petit peu. On a eu combien d'inscriptions et de catégories? On peut en parler un petit peu parce que les catégories vont se faire au fur et à mesure, hein, c'est ça? On a toujours donc nos catégories, puisque cette année c'était le grand retour des catégories. Après effectivement donc sur les dossiers reçus, on en a quand même d'année en année de plus en plus. Là, l'objectif du jury de présélection, c'est au contraire de réduire pour finalement faire ressortir que les meilleurs et d'en retenir un nombre à peu près équivalent dans chaque catégorie. Alors on l'a dit dans les émissions précédentes, ça vient de toute la France, hein, tous ces projets. Oui, alors c'est ça qui est intéressant. On est sur un prix qui commence à être connu effectivement nationalement, et on a vraiment des personnes qui nous contactent des quatre coins de la France avec des projets vraiment originaux. Alors évidemment, je peux pas en parler surtout pas dans le détail, mais je dirais qu'en tout cas pour certains d'entre eux, moi j'ai déjà à titre personnel des coups de cœur, même si c'est pas moi qui décide. Et non, je pense qu'on va vraiment avoir une très très bonne édition. Voilà, donc là c'est la présélection maintenant, et là tu vas commencer à préparer les questions. On peut rappeler le principe de la boîte à questions? Oui, le principe de la boîte à questions, c'est même format pour tout le monde. Même question, même question, même décor, même approche. Mais avec quand même un petit ton humoristique, c'est-à-dire que ça se veut être un échange bienveillant, mais pour faire ressortir justement les éléments clés, et en fait, en diffusant ensuite sur l'ensemble des réseaux sociaux, que les gens en moins d'une minute soient en capacité de dire ah oui, ça me plaît beaucoup, etc. Et les internautes pourront voter donc pour le meilleur projet pour eux.
Oui, c'est un peu le même principe que ce qu'on faisait précédemment. Mais il y aura un jury quand même, hein. Il y a toujours le jury. Hein. Il y aura de toute façon le jury. Et puis cette année, ce qui est intéressant, c'est que pour le lauréat, pour les lauréats par catégorie, on aura une sorte de parrainage en fait avec les différents membres du jury qui s'engagent à les suivre pendant un an et de leur ouvrir des portes, parce qu'on se rend bien compte quand on a des innovations de ce type-là, on peut avoir la meilleure idée du monde, si à un moment on n'a pas ce petit coup de pouce qui va permettre d'ouvrir quelques portes, du coup ça peut être un frein au démarrage, ou inversement ça peut vraiment lancer les choses. Donc on est vraiment sur cette logique d'accompagnement bienveillant. Alors justement, puisqu'on parle des lauréats, je vous propose de regarder, de faire un petit retour en arrière sur les derniers lauréats. Je vous laisse découvrir. On se retrouve tout de suite après et on parlera évidemment du prix littéraire. Regardez. Eh bien, retour sur le plateau de Zappy-Sud, où on a avec nous en duplex de Paris Alexandre pour Allô Louis. Eh bien, bonjour Alexandre. Bonjour Franck. Alors, Allô Louis, on représente un petit peu Allô Louis, Alexandre? Oui, bien sûr. Alors, chez Allô Louis, on connecte des seniors et des étudiants pour des coups de main rémunérés à domicile. Il va s'agir par exemple d'aide informatique, se faire livrer des courses, accompagner en extérieur ou changer quelques ampoules. Ce sont des besoins qui sont exprimés par des seniors autonomes et des besoins qui ont la particularité de ne pas nécessiter d'expertise particulière, mais pour autant ne pas forcément être pris en charge par la plupart des services d'aide à la personne. Donc l'objectif d'Allô Louis, c'est de proposer un complément en fait, de solutions de prévention à la perte d'autonomie, qui va aussi venir mettre à profit la richesse du lien intergénérationnel. Ouais, ce qui est très intéressant, ce sont justement ces petits boulots, on va dire, ces petits tracas de la vie quotidienne. Et c'est ça qui est intéressant en fait. Hein. Vous allez vraiment au cœur des personnes qui ont besoin, quoi. Hein. Tout à fait, tout à fait. Et puis le fonctionnement du service est relativement simple. Hein. On s'est basé aussi sur les besoins de nos utilisateurs. Et donc, c'est un numéro d'appel qui est à disposition des bénéficiaires seniors, par lequel ils vont nous transmettre une demande. Demande qu'ensuite nous faisons suivre localement à une communauté d'étudiants qu'on aura sélectionnés préalablement, des étudiants de confiance. Et puis l'un d'eux va se positionner, entrer en contact avec le senior, puis la visite aura lieu. Et l'étudiant est rémunéré directement à la fin. Donc un fonctionnement très simple. Voilà, c'est hyper simple. Aussi simple pour la personne qui a besoin et aussi simple pour l'étudiant, bien sûr. Hein. C'est ça qui est intéressant. Exactement. Pour l'étudiant, ce sont des missions quand il veut, proches de chez lui, qui ont du sens. Voilà. Et c'est une proposition de valeur qui leur est forte. Alors moi j'ai une question, Alexandre. Pourquoi Louis? Ça vous est venu d'où ce prénom? Alors le nom Allô Louis, on voulait qu'il reflète à la fois ce côté service téléphonique, donc à travers le Allô, et puis on voulait aussi un prénom pour le côté humain du service. Hein. C'est pas une interface en ligne qui automatise tout. Non, il y a des gens qui décrochent de l'autre côté du téléphone. Et ce prénom, il peut à la fois être porté par le senior bénéficiaire lui-même, comme par l'étudiant. Donc voilà, c'est pour illustrer un peu ce côté intergénérationnel qu'on les visite. Et tout le monde s'appelle Louis en fait, chaque fois. Alors non, il y a de tout. Il y a des Louis, des Louises. C'est vrai que par simplicité, on appelle les étudiants les Louis ou les Louises pour renforcer aussi cet aspect communauté. Alors Alexandre, vous avez reçu un défi d'or. Ça vous a apporté quoi ce trophée? Tout d'abord de la visibilité, hein, voilà, à travers la communication qui a été faite sur l'événement, la cérémonie de remise, puis une certaine légitimité, une crédibilité sur ce marché, puisque la remise des prix a aussi été faite par d'importants acteurs du bien vieillir. Et puis des acteurs justement avec lesquels on a pu avoir des mises en relation facilitées, échanger. Je pense notamment à Malakoff Humanis qui était présent pour cette cérémonie de remise des prix, avec qui on travaille actuellement. Voilà, il y a très vite de belles synergies qui ont été mises en avant, et via ce prix, on a pu se rencontrer, et ça a débouché aujourd'hui sur une belle collaboration.
Ah, et ben voilà, vous voyez, mesdames, messieurs, c'est important, ces défis d'or. Hein, et ben, je vous invite, bien entendu, à nous suivre sur ces pages Facebook, sur les réseaux sociaux, pour découvrir les prochains défis qui auront lieu au mois de novembre. Et on va remercier Alexandre. Merci beaucoup, Alexandre. Merci, Franck. Et puis, on va se revoir très bientôt au défi autonomie. Hein. Tout à fait, nous serons présents. Merci. Allez, on continue avec nos interviews. Nous accueillons sans plus attendre notre prochaine invitée, Virginie Guy-Lagoutte, directrice générale de Ma Boussole Aidant. Bonjour Valérie. Virginie. Virginie, pardon Virginie. Il commence par Virginie. Ah voilà, parce que Virginie, Valérie, on n'arrête pas. Je crois qu'il y a un thème orange surtout dans les pulls. Alors l'objectif, ah oui c'est ça, vous êtes venu en French Touch aujourd'hui. Absolument. Vous savez que c'était la journée French Touch. Avec le concert ce soir à 21h. Jusque dans le vernis. Absolument. Incroyable. Alors l'objectif de Ma Boussole Aidant, à qui s'adresse ce service digital en fait? Ma Boussole Aidant, pour le dire très simplement, c'est un service digital pour orienter les aidants. Les aidants, c'est qui? C'est vous, c'est nous. Combien de personnes en France? 11 millions d'aidants. 11 millions d'aidants qui, chaque jour, quotidiennement, prennent soin d'un proche, malade, en situation de handicap ou dépendant. Et Ma Boussole Aidant a vraiment l'intention de leur faciliter la vie, d'agir comme un facilitateur pour les orienter dans le maquis, la multitude des acteurs, des services, des informations qui existent, pour en un seul lieu centraliser l'information et leur donner accès à des solutions activables en proximité pour leurs proches et eux-mêmes. L'objectif, c'est vraiment de leur faire gagner du temps, c'est de leur faire gagner en énergie en leur offrant un service simple, clair, personnalisé et géolocalisé. Et vous avez une large communauté de personnes qui sont engagées. Comment vous les avez eues? Comment vous continuez à les faire? Comment ces contributeurs-là participent aujourd'hui à votre concept? En fait, depuis la genèse du projet, on a eu à cœur de ne pas construire une solution juste à partir de nos idées. On a eu pour préoccupation vraiment de repartir du vécu, des préoccupations, des besoins des aidants. Dès lors, on s'est mis dans une démarche très innovante, ce qu'on appelle des démarches d'innovation ouverte, de design thinking, où on a remis les aidants au cœur des échanges, au cœur des débats. Ils ont été plus de 400 aidants à nous accompagner depuis 2019, 150 professionnels également, qu'on a fait travailler dans le cadre d'ateliers de créativité pour faire émerger le concept, pour le concevoir et puis pour le tester. Et cette communauté nous accompagne vraiment depuis l'origine. Et on est allé même un cran plus loin, c'est qu'on est sorti en fait de l'incubation bienveillante du régime complémentaire de retraite Agir Carco et de Clésia. Mais on a souhaité en fait devenir une société coopérative, pour bien ancrer symboliquement que l'on souhaite faire Ma Boussole Aidant avec tout l'écosystème en fait, des acteurs publics, privés, associatifs qu'on souhaite rallier à notre cause. Parce que servir 11 millions d'aidants, on ne va pas le faire tout seul. On est une petite start-up, 15 personnes, mais on sait que pour faire poids, on a besoin de faire avec et pas contre. C'est la raison pour laquelle nous sommes aujourd'hui déjà 50 sociétaires dans Ma Boussole Aidant, des associations, des entreprises, publics, privés, associatifs qui travaillent ensemble. C'est le modèle inédit d'une société coopérative, de pouvoir décloisonner le public, le privé et l'associatif, pour se dire on y va et on ne se met pas dans des logiques concurrentielles. Vous savez, Virginie et non Valérie, le premier à en avoir parlé, c'est Jean-François Rimoux, Absolument. Le directeur de la communication du groupe Clésia. Absolument. Et il m'avait dit, tu verras, l'impact de cette tournée sera formidable pour Ma Boussole Aidant. Absolument. On a besoin de cette tournée. Le Big Tour est pour nous une opportunité d'aller atteindre notre cible, d'aller parler aux Français, d'aller parler aux aidants, de leur faire connaître Ma Boussole et de mettre Ma Boussole dans leurs mains pour produire l'impact social qui est notre ambition. Notre ambition, c'est, on n'est pas sur un business model marchand, on veut gager en fait un bien commun au service de l'intérêt général. Donc là, quand on aura gagné, lorsqu'on aura des millions d'utilisateurs de Ma Boussole, c'est le succès que l'on se... Donc ça va partir avec la tournée, parce que l'année dernière, rappelez-vous, c'est 19 millions de Français qui nous ont suivis, de toutes les régions de France. On démarre par une région fantastique, les Hauts-de-France. Hein. On est content en première étape à Étape-sur-Mer, puis on va enchaîner Berck, Mers-les-Bains, etc. Une vraie dynamique cet été. On est ravis de vous avoir sur cette tournée, Virginie. Et de voir sur la tournée.
Ah oui, oui, oui. Parce que du coup, on attend le pull bleu, les vernis bleus et le masque bleu. Parce que là, on a la totale. Ah voilà, exactement. Merci 1000 fois, Virginie. Merci à vous. À très bientôt. Allez. Bon, voilà, de retour sur le plateau avec... Ça fait quand même plaisir de retrouver... c'est là où on voit ce qu'on s'était déjà dit. Hein, l'idée, c'est vraiment d'en faire une grande famille de ces défis d'or et de revenir comme ça sur... voir un petit peu où ils en sont, etc. C'est chouette. Et puis, cette nouveauté cette année, c'est que là, vraiment, il y aura un parrain, enfin, quelqu'un qui va les suivre, quoi. C'est ça qui est intéressant. Ouais, on essaye, au fur et à mesure de... quelque part d'en faire une institution, que ce prix soit vraiment l'appui justement, le soutien à toutes ces jeunes structures qui sont en train, mine de rien, à leur échelle, de révolutionner l'accompagnement au sens large de nos aînés. Voilà, puis nos aînés, pour eux, on leur réalise un prix littéraire. Alors ça, c'est la nouveauté cette année, bien entendu. Où en est-on dans ce projet, Pierre-Marie ? Alors c'est quelque chose d'important parce que si on regarde nous la crise sanitaire nous a quand même profondément impacté. Je parle humainement parlant, et on a pu voir une montée de discrimination envers les âgés, enfin ce qu'on appelle l'agisme. Hein, c'est quelque chose d'important. Et à côté de ça, on sait qu'il y a un certain nombre d'auteurs qui justement détricotent, pardon, j'arriverai pas à le dire, justement tous ces préjugés, et nous aident finalement à voir autrement, avoir un regard différent sur notre vieillesse. Puis mettre des mots, hein, surtout. Hein, mettre des mots et d'avoir surtout vraiment ce regard différent. Et donc, on est parti sur l'idée, avec Senior Autonomie, d'avoir ce prix qui s'appelle Senior entre les lignes, où on va avoir, on a présélectionné des auteurs qui justement, à notre fil rouge, luttent contre ces préjugés, mais ça peut être tout aussi bien dans le style du roman, dans des ouvrages plus personnels, des autobiographies, des science-fiction, ou même des livres jeunesse, parce que finalement, c'est par les jeunes qu'on arrive aussi à faire changer ce regard. Et l'idée, en fait, on travaille donc avec des auteurs qui ont été présélectionnés, l'idée, c'est qu'il y ait des moments de partage pendant le prochain défi, donc évidemment avec des rencontres avec les auteurs. On imaginera aussi des interviews avec ces auteurs, séances de dédicace, cela va de soi, mais vraiment cet instant de communion, de partage autour de ces valeurs qui sont chères à Senior Autonomie et qu'on veut vraiment porter. L'idée, c'est première édition de ce prix, et ensuite effectivement qu'on le retrouve tous les ans avec de nouveaux auteurs qui s'engagent aussi sur cette voie. Voilà, alors restez bien informés sur les réseaux, en tout cas sur Senior Autonomie TV. On en parlera tout au long de ces quelques semaines, quelques mois, pour finalement se donner rendez-vous au défi Autonomie au mois de novembre. Eh bien parfait, bel été, Franck. Bel été, merci, toi aussi. Depuis plus de 3 ans, Aesio Mutuelle s'engage pour une juste reconnaissance des aides à domicile parce qu'elle est persuadée que ces professionnels sont au cœur de son projet d'entreprise. Le vivre mieux ensemble. Un engagement déployé à travers plusieurs actions. En mai 2018, avec les échanges et débats de sociologues et employeurs du secteur, lors des rencontres Aesio, pour construire et réussir la société de la longévité. En septembre 2018, le lancement d'une vaste campagne de mobilisation « Dites-leur merci » en prévision de la loi Grand Âge et Autonomie. En novembre 2019, c'est l'acte 2 de la campagne. Une lettre ouverte à destination du Premier ministre a été publiée dans le journal du dimanche afin de toujours plus mobiliser l'opinion publique. En même temps, un court-métrage illustrant la vie de nos seniors dépendants est diffusé auprès d'1 million de personnes pour présenter la société en 2030, sans aide à domicile, afin de sensibiliser sur les risques liés à la pénurie de ces professionnels si rien n'est fait à temps. En mars 2020, c'est la pandémie de Covid-19. Aesio et la Massif déploient un dispositif solidaire en commun pour soutenir les professionnels et bénévoles qui maintiennent les liens quotidiens avec nos aînés, avec les personnes âgées isolées et les plus vulnérables.
un fonds de soutien spécifique dédié au secteur de l'aide à domicile et aux employeurs de plus d'1 million d'euros pour faire face à des dépenses exceptionnelles dues à la crise sanitaire. Janvier 2021, le soutien et le financement de la campagne Urgence Domicile menée par les 4 fédérations employeuses du secteur fin janvier 2021 pour sensibiliser et mobiliser sur la question de revalorisation salariale des métiers du domicile. Aujourd'hui, plus que jamais, et malheureusement encore demain, la mobilisation pour les métiers du domicile est impérative pour que nos aînés ne soient pas laissés de côté. Le choc démographique qui s'annonce pour 2030 nous oblige plus que jamais à inscrire en priorité la question de la longévité dans l'agenda politique. Alors mobilisons-nous pour nos aînés, les aidants, mobilisons-nous pour bien vieillir ensemble. Bonjour à toutes et à tous. Avec Philippe Pillem, vice-président, et toute l'équipe de Défi Autonomie, nous voulions tout d'abord vous souhaiter de passer un bel été. Pour certains, ce sont des vacances, pas pour tous, mais je crois que nous avons tous besoin de nous retrouver sur le plan personnel, sur le plan travail, sur le plan humain tout simplement, car nous avons vécu quand même des périodes très difficiles. Simplement pour vous dire que c'est notre dernière séance puisque nous nous reverrons en septembre. Mais pendant le mois de juillet ou août, les travaux continuent. Nous vous ferons parvenir le plus tôt possible toutes les informations pour l'organisation du futur 15e défi. Nous sommes toujours optimistes pour avoir du présentiel et également un autre système que vous connaissez bien maintenant qui nous permet de rayonner sur toute la France. Nous aurons bientôt toutes les inscriptions à tout ce que nous organisons autour de ce défi. Nous sommes confiants pour ce 15e défi. Il sera ce que vous en ferez et ce que nous en ferons tous. Donc, bonnes vacances. Et puis, à ceux qui travaillent, continuez à bien travailler pour qu'on ait du contenu. Nous aurons à travailler sur les dossiers de la dépendance en particulier. Et ce n'est pas un dossier facile, c'est tout ce que nous pouvons vous dire. Bon courage à toutes et à tous et rendez-vous en septembre.